Pendant que la Croix-Rouge prenait feu, au même moment, à 4 heures de l'après-midi, sur un quai de Seine, un soldat invalide faisait le pitre. Il s'appelait Nicolas-Claude Niftel, dit La Jeunesse. Il était fin sou, il faisait des grimaces à un petit vielleux qui jouait sur le Pont-Neuf. La Jeunesse demanda au gamin de jouer pour lui, et il fit mine de le payer avec une vieille paire de godasses qu'il portait autour de son bras, qu'il portait sous son bras. Et la foule du Pont-Neuf s'amusait. Des étudiants du Collège des Quatre Nations s'approchèrent, des étudiants ou écoliers qui résistaient aux enlèvements depuis 2 mois. Des mois. En février, une cinquantaine d'entre eux sortant de l'école s'étaient rués sur un exempt et son écorce de la rue Saint-Martin. Un peu plus loin, d'autres enfants s'étaient rués sur des exempts, preneurs d'enfants sortant du catéchisme. Louis Ménétras, un ancien ouvrier, raconte même dans ses mémoires que son père l'accompagnait à l'école entouré de 7 garçons tonneliers portant chacun une barre de fer à l'épaule pendant cette affaire. Et Louis Ménétras, en 1750, avait 11 ans. Donc il a bien connu toutes ces choses-là, il les raconte dans ses mémoires. Donc ces étudiants des Quatre Nations, qui sont très, très au fait de toutes ces émeutes et de tous ces enlèvements, et lui, eux, ils ne trouvent pas ça drôle. L'invalide qui fait le pitre avec le garçon. Ils se demandent, c'est un soldat ivre ou un exempt déguisé qui s'apprête à enlever un enfant seul, en lui faisant des grimaces. Il resserre le cercle autour de l'invalide. Qu'est-ce que tu fais là? L'invalide semble dessoulé d'un coup, il se fâche et il se met à envoyer des coups. Un étudiant crie « C'est un voleur d'enfants !» Invalide, mais pas trop, l'homme prend ses jambes à son cou. Voilà. La foule le prend en chasse. L'invalide atteint le quai des Orfèvres et il se réfugie chez un joaillier nommé Nicolas Lorillard. Le jeune Nicolas Lorillard vient de se marier. Il vient de s'installer comme joaillier et il offre l'hospitalité à un malheureux fuyard. 500 émeutiers vont faire le siège de sa maison. Le jeune mari a de l'honneur, il ne livre pas l'invalide, mais car l'hospitalité a ses règles, on lui lapida sa maison, toutes les vitres volèrent. Les émeutiers campèrent devant la maison. Étudiants, écoliers, ouvriers, charbonniers, ils ne lâchaient pas, ils voulaient l'invalide. À 18h, le guet arriva avec 2 escouades et se font remettre l'invalide. Et là, le valeureux Nicolas Lorillard livre l'homme aux forces de l'ordre pour sa sécurité. L'escouade emmène l'invalide chez le commissaire de la fosse, rue de la Calandre. C'est une rue étroite parallèle à la Seine qui aboutit en plein devant le palais de justice. La foule suit le guet et son prisonnier en poussant des clameurs. Ils ramassent des pierres. Quand ils passent le quai des Orfèvres, les Orfèvres leur fournissent des outils. Les Orfèvres, ce sont des travailleurs du métal. Ils ont des outils qu'ils donnent aux émeutiers. Ça sent l'insurrection. Le guet réussit à mener l'invalide chez le commissaire. Totalement dégrisé, l'invalide montre sa permission de s'absenter de l'hôtel des Invalides. Le commissaire fait alors l'ouvrir la porte et s'adresse à la foule. « J'ai la preuve qu'il s'agit bien d'un véritable soldat invalide et non d'un voleur d'enfants, comme si on ne pouvait pas être les deux. » Une clameur fait comprendre que l'argument ne tient pas, on réclame le voleur d'enfants. Pour calmer les esprits, le commissaire ordonne qu'il sera mené en prison afin qu'une information soit ouverte. On ne pouvait pas mieux faire, digne de l'autorité qu'il représente. Le commissaire referme sa porte et poste devant 2 soldats du guet. Les malheureux vont être criblés de pierres et d'insultes par les émeutiers. Toutes les vitres de la maison volent et celles des 2 maisons voisines. Les 2 soldats se réfugient dans l'allée, c'est-à-dire dans le passage de la maison, referment la porte et la foule entreprend d'enfoncer la porte. Ils n'y arrivent pas. Armés d'une hache, ils continuent, ils n'y arrivent pas. Ils commencent à la mettre en pièces. Petit à petit, ils en font des bûchettes. Puis ils allument de la paille et du bois pour tenter d'y mettre le feu. Les voisins, affolés à l'idée d'un incendie dans une ruelle aussi étroite, crient au feu et tentent de rameuter le guet. Dans la maison du commissaire, l'escouade passe à l'action. Il y a là, à sa tête, le vénérable sergent du guet, âgé de 72 ans, Denis Dupré. L'escouade sort de la maison du commissaire, baïonnette au canon, ils déchargent leurs armes sur la foule, 2 morts et de nombreux blessés. Eh bien, la foule ne se calme pas, l'excitation redouble. Ça fait trop longtemps que ça dure. Soucieux d'épargner des vies, le sergent Dupré sonne la retraite et fait rentrer ses hommes chez le commissaire. Celui-ci est souffrant. On l'a trouvé en robe de chambre. C'est dans cet équipage qu'on le fait évader avec femme et enfants grâce à une échelle posée sur un mitoyen. Et de là, il va rejoindre la maison du premier président du Parlement, M. de Maupoux, à qui il rend compte de la gravité de la situation. À 10h du soir, l'émeute dure encore. La situation est insurrectionnelle. Aucune autorité ne semble pouvoir remettre de l'ordre.
Au bruit d'une chaise de poste, les émeutiers pensent que le guet à cheval peut venir les déloger. Alors ils tendent des chaînes aux extrémités de la rue. Et ensuite, ils crient « aux armes ». Mais des armes, ils n'en ont pas. Il faut donc en trouver. Au pont Saint-Michel se trouvent des boutiques d'armuriers et de fourbisseurs d'armes. Pour se faire une idée de la violence de l'insurrection, il faut savoir que les émeutiers allèrent frapper à la boutique du maître Ravoisier. Frappe-t-on quand on est en insurrection pour avoir des armes? Maître Ravoisier paraît à la fenêtre. « Qu'est-ce que vous voulez? Bougre, donne-nous des armes !» Maître Ravoisier refuse et une grêle de pierres s'abat sur sa devanture et ses volets fermés. À l'intérieur, lui, ses commis, sa femme, ses filles tombent de cosse et de tout. La devanture et les volets vont tenir bon. Les émeutiers doivent aller chercher ailleurs. Ailleurs, c'est à côté. Le voisin est armurier. Maître Pierre Chassé paraît à son tour à la fenêtre. « Qu'est-ce que vous voulez? Des fusils! Pas de problème. Allez chercher un ordre du commissaire, je vous en donnerai autant que vous voulez. On s'en fout de ton commissaire, donne-nous des armes !» Furieux, ils entreprennent d'attaquer sa devanture qui résiste aussi bien que celle du fourbisseur. On imagine que des marchands d'armes et des fourbisseurs doivent être quand même assez bien protégés dans leur domicile. Donc ils essaient de soulever la porte avec un bâton, c'est le bâton qui se rompt. De dépit, ils envoient des coups de pied puis des pierres. La porte tient bon. Un maître bottier du quartier sort du lit et vient parlementer. Les émeutiers sont une trentaine, ils ont 20 ans. À leur tête, un jeune brocanteur, François Urbain, il a 17 ans. Ils ont la rage. Pour eux, ils veulent la mort des enleveurs d'enfants. Le bottier leur parle doucement. « Pourquoi voulez-vous vous en prendre à un honnête homme ?» Un marchand de vin s'est levé également, il s'approche des jeunes. « Que voulez-vous faire? Prendre des armes? Mais vous n'aurez ni balle ni poudre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous ruineriez inutilement d'honnêtes artisans. Allez, allez vous coucher. » Et les jeunes gens entendirent raison, se calmèrent et se dispersèrent. Quelques paroles sensées et bienveillantes mirent fin à une spirale de fureur incontrôlable. L'armurier prudemment passa le reste de la nuit à monter ses fusils à l'étage. Rue de la Calandre, les troubles continuaient. La même cause produisit les mêmes effets. La compagnie de l'Étoile se présenta. 40 cavaliers du guet, dirigés par 2 officiers, Duval et Roquemont. Roquemont montra l'écrou, mais il s'adressa aux émeutiers avec douceur. Il leur fit entendre raison. Les émeutiers se dispersèrent dans le calme. Tout le monde alla se coucher. Il était 23 heures, la rue peu à peu se vida et le silence revint enfin. Très tard dans la nuit, on prit en charge le fameux invalide. On l'habilla de telle sorte qu'on ne le reconnaisse pas et on le fit sortir par l'échelle. Le lendemain samedi, toute la ville ne parlait que de ça. Les gens s'assemblaient à tous les carrefours. On alla voir les dégâts de la rue de la Calandre. La façade du commissaire était presque entièrement détruite. Les boutiques voisines étaient endommagées. Le marchand de vin dit qu'il lui en coûterait au moins 100 livres en bois et en vitre pour refaire sa propre devanture. Il enverra quelques jours plus tard au procureur général les devis du menuisier et du vitrier, requis pour le faire, 100 livres, 3 000 euros. Le nom de Nicolas René Berrier était sur toutes les lèvres. Il est lieutenant général de police responsable de l'ordre, donc du désordre. Et il écrit au commissaire Régnard le Jeune. « Il serait nécessaire, monsieur, pour contribuer à calmer la populace et dissiper les inquiétudes qui, quoique mal fondées, paraissent augmenter, que dans le cas où il serait conduit chez vous, soit par cette populace, soit par le guet, quelqu'un qu'on accuserait ou qu'on soupçonnerait d'avoir voulu arrêter quelque enfant, de l'envoyer sur le champ et sans le garder chez vous un seul instant à la conciergerie, coupable ou non, et cela à la vue de tout le peuple que l'on n'empêcherait pas de l'y suivre s'il en avait envie. Monsieur le Premier Président et Monsieur le Procureur Général approuvent que vous envoyez ainsi et ils désirent que vous leur en rendiez compte sur le champ ainsi qu'à moi. » Mal fondées les rumeurs d'enlèvement. Les registres de l'hôpital de Bicêtre donnent les noms de 38 enfants entre 8 et 17 ans qui étaient entrés là sous ses ordres, auxquels il faut ajouter les filles mises à la salpêtrière et ceux que leurs parents retirèrent du Châtelet et de Fort-l'Évêque. À la date où Berrier écrit au commissaire Régnard, seuls 12 des 38 sont ressortis. Les autres attendront des semaines, parfois des mois pour ressortir, et on ne dit pas pour où. 38 enfants, ça fait 38 familles, des centaines de parents proches, des milliers de voisins, et un peuple en furie. La lettre de Berrier indique que les plus hauts magistrats du Parlement étaient d'accord pour abuser le peuple et le laisser s'exciter un peu pour qu'il ne s'excite pas trop. Il n'avait encore rien vu, il allait voir ce qu'il allait voir.